Salut et bienvenue dans Avocat, l'émission qui vous conseille. Vous avez une question de droit qui vous turlupine. Et oui, j'adore ce mot turlupine. N'hésitez pas à nous l'envoyer sur www.avocat.net. Dans toutes les matières d'ailleurs, nous avons une équipe d'avocats très très large qui répond à toutes les questions dans tous les domaines du droit. Aujourd'hui, nous allons parler de droit routier avec Éric Decomont, avocat barreau de Paris. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Question très intéressante sur les chèques de banque, notamment en matière de vente de voiture. On en parle dans un instant avec vous. À vos côtés, la charmante Sonia Oulad Ben Saïd, avocate au barreau du Val d'Oise pour parler de droit administratif. Bonjour. Comment ça va Sonia? Ça va très bien. Pleine forme. Et à vos côtés également, un avocat au barreau du Val d'Oise aussi. Aujourd'hui, vous êtes venu en force et vous avez raison. Allez le Val d'Oise, allez Pontoise. Maître Julien Semeria qui nous parle de droit immobilier. Salut oui. Julien. Bonjour, bienvenue. On va commencer avec du droit routier si vous le voulez bien. Notre avocat en droit routier, maître Éric Decomont, qui va répondre à cette question. Cette question d'un téléspectateur qui est un petit peu embêté, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il nous explique qu'il a vendu sa voiture. L'acheteur lui a inspiré confiance, écrit-il. Il m'a fait un chèque de banque et il est reparti avec la voiture. Jusque-là, on comprend. Le problème, c'est que 3 jours plus tard, la banque l'appelle pour lui dire que c'est un faux chèque de banque. Il s'est fait avoir avec pourtant un chèque de banque. Alors, il nous dit qu'est-ce que je peux faire? A priori, il a pris toutes les précautions. Qu'est-ce qu'il va l'accompagner à la banque? Remarquez peut-être. Ben, vous ne croyez pas si bien dire, on y revient tout de suite, Yves. En l'occurrence, il n'a plus grand-chose à faire, notre ami, parce que le drame, c'est qu'il va aller voir son assurance et il va dire « on m'a volé ma voiture ». Et l'assurance va dire « non, monsieur, ce n'est pas un vol, c'est une escroquerie, puisque vous l'avez remise délibérément, votre voiture ». Et dans le contrat, regardez bien, l'escroquerie n'est pas couverte, c'est le vol. Donc, je ne rembourse pas. C'est eux l'escroquerie plutôt. L'escroquerie, c'est le contrat en l'occurrence. Bon, donc je ne rembourse pas. Ça, je vous laisse la liberté de cette appréciation, la responsabilité. Donc, je ne rembourse pas, ok, très bien. La banque n'a aucune responsabilité non plus. On lui a présenté à l'encaissement, sa banque, un faux chèque de banque qui ne sera pas payé par l'autre banque. Donc, il n'y a pas de responsabilité non plus. Donc, il n'y a pas d'espoir. Donc, on va dire très clairement que pour notre pauvre ami, il lui reste à porter plainte, à prier pour que la police ou la gendarmerie retrouve le bonhomme, c'est souvent un réseau, et que si un jour il est retrouvé, il soit solvable. Ce qui est encore une autre histoire. Encore un autre problème. Donc, on va éviter de rêver. Les chances sont très limitées. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est que le malheur de l'un puisse faire le bonheur de tous les téléspectateurs. C'est-à-dire d'éviter qu'ils se retrouvent dans cette situation, car c'est possible. Qu'est-ce qu'on fait Parce que pour lui, c'est trop tard. C'est franchement trop tard. À mon avis, je pense qu'il a plus de chances de gagner au loto que de récupérer ses sous. Hein. Bon, bah, au revoir. Donc, il a y joué tout de suite. Hein. Non, mais il faut être lucide. Hein. On n'est pas là pour raconter des histoires, mais on est là pour donner des conseils. C'est vrai. Et le conseil qu'on peut donner, c'est comment on fait pour vendre sa voiture en évitant ce genre de surprise. Parce que là, on peut se dire, enfin, bon sang, le chèque de banque, c'est ce que j'ai toujours entendu dire, c'est sécurisé, c'est la banque qui paye, c'est même pas qu'elle le compte, donc le chèque sans provision de banque, ça n'existe pas par définition. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Vous pouvez faire la même chose, mais plus intelligemment. Alors, je donne le procédé. Écoutez bien, prenez des notes. Écoutez bien si votre voiture est en vente. Première rencontre avec l'acheteur potentiel. Il est intéressé, on fait l'essai, elle est merveilleuse, on se met d'accord sur la chose, sur le prix. Voilà, on va vendre la voiture. Bon, mais monsieur, moi je veux un chèque de banque. Mais oui, monsieur, il n'y a pas de problème, je vous fais un chèque de banque. Et là, vous posez la question. Le chèque de banque que vous allez m'amener demain, après-demain, on se donne rendez-vous, d'accord, très bien. C'est sur quelle banque et quelle agence? Il le sait, votre acheteur, puisque de toute façon, c'est lui qui va le faire faire, le chèque de banque. Donc, il vous donne le nom de l'agence et le nom de la banque, et pour cause. Merci, monsieur. Le rendez-vous, vous ne le donnez pas à 18h, ni un dimanche. Je vous le donnais à une heure ouvrable. Bien. Vous avez préparé votre vente, et là, vous vous êtes bordé contre ce qui est arrivé à notre malheureux ami. Car, immédiatement après, vous allez vérifier vous-même le numéro de téléphone de la banque, surtout que ce ne soit pas lui qui vous le donne, parce que c'est le numéro d'un complice, bien entendu. Bah. Et là, vous allez attendre sereinement le jour de la vente, le jour où il va revenir prendre la voiture et vous donner le chèque de banque, il va vous montrer le chèque de banque, et là on dit hop, stop, arrêt sur image, quel numéro le chèque de banque? Ok, très bien, vous permettez, j'appelle l'agence. Et là, à l'agence, on lui demande, dites-moi monsieur, est-il bien exact qu'un chèque de banque numéro tant établi pour une somme de temps par le débit du compte de monsieur Untel que j'ai en face de moi et dont j'ai vérifié la pièce d'identité, bien sûr, au préalable, ce jour-là, eh bien, qu'il y ait un vrai chèque sorti de vos livres et qu'il est bien destiné à m'être payé. Et là, il y a deux options. Le banquier dit « Ah non, je ne suis pas au courant ». Et dans ce cas-là, soit vous partez en courant, soit vous appelez la police, mais de toute façon, vous ne faites pas la vente. Ouais. Soit il vous dit « Vous pouvez y aller, il n'y a absolument aucun problème, c'est réglo ». Et dans ce cas-là, vous n'aurez jamais les ennuis qu'a subi notre ami. Dernier conseil, et vous me l'avez suggéré tout à l'heure,
Oui. car c'est pas Je du tout suggère des choses parfois. c'est pas du tout ça si m'arrive. bête que ça, bien au Je contraire. vous remercie. C'est de réaliser tout ce que je viens de vous dire, mais pas sur le bord de la route, pas à votre domicile, pas à celui de l'acheteur, chez le banquier. On va avec lui chez le banquier. On va avec lui chez le banquier, je peux vous dire, je l'ai fait moi-même. Mais si son Sur la agence est à... et on peut avoir une agence très loin, en province. et C'est puis- un choix à c'est un faire. choix, ouais. La sécurité Parce que n'a là, pas on de prix. appelle la banque. Hein, surtout si vous vendez un véhicule de certaine valeur. Moi, ça m'a été proposé, je vous parle d'une expérience personnelle, par un vendeur, un acheteur de bonne foi, à qui je disais, bon, on va faire ça aux heures ouvrables, et nanana, nanana. Il dit, mais attendez, monsieur, moi, j'ai rien à cacher. On va à ma banque, qui se trouve dans les Hauts-de-Seine, et on fait la vente chez la banque. Et là, qu'est-ce qu'elle dit, la banque? Le banquier, il est là, tout frémissant, prêt à faire le chèque de banque à votre nom. À la limite, il va d'ailleurs vous demander une pièce d'identité, il va sécuriser dans l'autre sens. Et puis, à partir du moment où tout est d'équerre, le banquier donne le chèque, vous réalisez les papiers, la voiture est dehors, vous donnez les clés, vous repartez en métro avec un chèque qui, par définition, ne peut être qu'en béton armé. Voilà, c'est faisable, il faut juste être un peu prudent. Donc, beaucoup de prudence, beaucoup de précautions, mais Tout à ça en fait. vaut la peine, surtout lorsqu'on vend un véhicule, quand même, plusieurs milliers d'euros. De toute Mieux façon, prendre quand vous soin. vendez un véhicule, hein, s'il n'est pas cher, c'est en général que vous n'avez pas de gros moyens. S'il vaut 100 000 euros, c'est sans doute que vous êtes gros moyens, mais ce n'est pas très agréable de perdre 100 000 euros de toute façon. Ouais. Donc, de toute façon, se faire arnaquer sur l'achat d'une voiture, ce n'est pas une bonne expérience. Notre ami, hélas, a bien compris cela. La façon de l'éviter, je viens de vous la donner, et avec ça, vous m'en direz des nouvelles. Merci beaucoup. On vous en dira des nouvelles, mon cher Eric. Écrivez-nous, hein, vous nous dites. Hein. Et si vous êtes banquier, alors, du coup, c'est bien aussi parce que ça fera un peu de trafic. Oui, et puis ça met de l'ambiance dans les exactement, agences. C'est sympathique. Merci, mon cher Eric. À vos côtés, elle met de l'ambiance également sur le plateau. Sonia Oulad Ben Saïd, avocate au barreau du Val d'Oise, pour parler de droit administratif avec un cas qui est très intéressant. En recevant cette question, je vous l'ai transmise. Je trouve ça intéressant parce que ça arrive beaucoup. Et on parle beaucoup de tout ce qui est responsabilité du maire. Hein. Le maire est souvent responsable de ce qui se passe dans sa ville. C'est le cas en tout cas. Alors, voici la question. Je me suis cassé la jambe en trébuchant dans un trou sur le trottoir. Puis-je engager la responsabilité de la commune pour être dédommagé? Ça se pose, j'imagine, fréquemment cette question-là. Oui, plus qu'on le croit. Et on a beaucoup de jurisprudence Il y a beaucoup de d'ailleurs. trous. Beaucoup de trous. Alors, Il y a beaucoup de trous. trous ou d'éjection canine, c'est arrivé. Ah, c'est autre oui, chose. oui, c'est autre chose, mais les cas sont exactement conséquences sont similaires. les Exactement. Parce que ce piéton malchanceux est ce qu'on appelle en droit administratif l'usager d'un ouvrage public. La chaussée et le trottoir sont des ouvrages publics. La commune a l'obligation d'entretenir ces ouvrages publics et donc ce fameux trottoir. Et la responsabilité de la commune se trouve engagée lorsqu'on justifie ou qu'on démontre d'un entretien, l'absence d'entretien normal de l'ouvrage public. Alors comment démontrer l'absence d'entretien Oui, ça, normal du trottoir? Ça correspond à un lavage par semaine, un par mois, on refait des Alors trous voilà, quand alors exactement. Alors là, dans le cas précis, on va s'intéresser surtout à la nature du trou. Est-ce que c'était un petit trou? Est-ce que c'était une excavation béante? Est-ce que la commune avait pris soin, si c'était une excavation très importante, de mettre des signaux pour aviser les usagers qu'il y avait un danger sur le trottoir? On va s'intéresser à cela. On va s'intéresser aux circonstances de l'accident, d'où l'importance pour l'usager dans sa réclamation de produire des photos, de produire des témoignages, de produire des certificats médicaux. Voilà des éléments qui peuvent justifier de ce que la commune n'avait pas correctement entretenu ce trottoir en ne prenant pas de précautions, soit en signalisation ce trou, soit en rebouchant ce trou. Voilà. Pour autant, on ne s'arrête pas là puisque lorsqu'on est du côté de la commune, on peut parfaitement opposé à cet usager, soit une inattention, soit une négligence, soit une imprudence. Alors la commune, effectivement, plaide souvent ça lorsqu'elle est en défense. Voilà, c'est un usager qui habite là tous les jours. Ce trou, ça fait très longtemps qu'il était là. Il savait très bien qu'il y avait ce trou-là. Il devait faire attention. Il devait être pas bien luné ou il était, je sais pas. Avec un acheteur de Il allait voiture, à la il banque, était pressé. voilà, alors donc il là, était très discret. Un chèque de banque dans la main, il était un peu blêmé. Exactement. Donc ça, la responsabilité de la commune se trouve engagée, mais elle est effectivement limitée par l'imprudence ou la négligence de notre usager. Et c'est une position qui est retenue souvent par le juge administratif, qui retient la responsabilité pour défaut d'entretien normal, mais qui limite la responsabilité de la commune. Pourquoi? Évidemment, pour limiter le montant de l'indemnisation. Parce qu'avec une jambe cassée, je pense que l'addition peut être très très lourde. Et effectivement, en plaidant que ce monsieur était particulièrement inattentif ce jour-là, on limite la responsabilité et donc l'indemnisation de la commune. Alors c'est intéressant
parce que là, vous nous avez donné les deux côtés, les deux aspects. Lorsqu'on est la victime, donc comment faire pour essayer d'avoir un dédommagement et également peut-être se préparer à l'argument de la mairie, qui est également, c'est normal, essaye de se dédouaner. Mais c'est vrai que c'est très très intéressant et je pense que ça donne lieu à beaucoup de contentieux. En tout cas, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Mais donc, un trou, mais une déjection canine, par exemple, Oui, tout à fait. ou c'est mal nettoyé des ordures, peut-être une Exactement. peau de banane, Voilà. c'est vrai. On avait interrogé la commune qui expliquait qu'elle entretenait selon elle normalement. Le juge a dit, écoutez, c'est pas assez régulier, il faut passer 2 fois par semaine. Mais madame aurait dû prêter attention à cette déjection canine qui était particulièrement visible. Ouais. Voilà, vous voyez, Ouais, on rentre dans des détails. Mais écoutez, voilà. Peut-être moins nourrir les chiens de la ville. C'est peut-être une nourriture trop riche, trop grasse, qui fait que ça ne sèche pas et on bute dedans. Bon, merci beaucoup en tout cas pour nous sortir de l'embarras, voilà, justement, avec cette réponse. Ma chère Sonia, à vos côtés, maître Julien Semeria. Faites attention, là, tout est bon. Là, oui, pas de déjection canine. Voilà. Non, a priori, ça devrait aller. Une question pour vous en droit immobilier. Là, on a peut-être aussi des déjections canines dans l'entrée des immeubles. Et là, peut-être la responsabilité du syndic s'il ne fait pas nettoyer. On invente comme ça des questions, ça peut être pas mal. Alors écoutez bien cette question également intéressante, parce que souvent, ça concerne un téléspectateur particulier là, qui est un peu embêté. Cela fait 3 fois cette année que la chaudière du pavillon que je loue tombe en panne. 3 fois que ça tombe en panne, la chaudière, et le propriétaire ne fait rien pour la réparer. Est-ce que je peux arrêter de payer les loyers ou déduire le prix de la réparation de la chaudière de mes loyers? Voilà, Zoho est arrivé, je me fais justice moi-même, mais en même temps, lui, il est quand même embêté. Alors... Oui, c'est un peu ça. Alors, 2 temps dans la question du téléspectateur sur la réparation en elle-même. Alors, comme souvent en droit, il y a un principe et une exception. Et le principe, c'est que les réparations importantes, dont la réparation d'une chaudière, incombent au bailleur. Donc au propriétaire. Au propriétaire. Bien d'accord. L'exception, c'est si le locataire qui a une obligation d'entretien annuel par un professionnel qualifié de sa chaudière n'a pas procédé aux formalités d'entretien de la dite chaudière. Dans ce cas-là, le propriétaire bailleur peut lui dire « tu n'as pas entretenu la chaudière, tu procèdes aux travaux de réparation ». Si on part du principe que l'entretien est effectué chaque année par un professionnel qualifié et que donc les travaux incombent au propriétaire, encore faut-il que celui-ci soit au courant des réparations et de la panne de la chaudière. Donc le premier réflexe, c'est de lui adresser un courrier recommandé, l'informant de la panne de la chaudière. S'il n'y a pas de réponse, le mettre en demeure d'effectuer les travaux. Et si le propriétaire décide de garder le silence, de la signer en référé, de façon à obtenir une condamnation sous astreinte, le cas échéant, de procéder en urgence aux travaux de réparation. Oui, parce que là, il dit qu'il ne répond pas, qu'il ne fait rien. Il ne fait rien. Donc là, il faut accélérer les choses et peut-être envisager une saisine en référé de la juridiction compétente. Évidemment, si on est en plein hiver et que la chaudière tombe en panne et que le propriétaire ne fait rien, on ne va pas attendre d'avoir une audience de référé et une condamnation sous astreinte pour remplacer la chaudière. Donc, justifier de l'envoi de tous ces courriers, procéder aux réparations et présenter ensuite la facture au propriétaire. S'il ne paye pas, là encore, engager une autre procédure en remboursement des frais avancés. Sur la deuxième question, surtout pas ne pas s'acquitter du loyer ou s'en acquitter partiellement en déduisant la facture de la réparation de la chaudière. Parce que c'est ce qu'on appelle en droit une exception d'une exécution. Je ne m'exécute pas parce que tu ne t'es pas exécuté. Ça, ce n'est pas possible. C'est possible dans un cas quand il y a une insalubrité qui est caractérisée. Là, ce n'est pas non plus le cas de nos téléspectateurs. Donc, qu'il continue à payer ses loyers, parce que le risque, c'est quoi? C'est que ça se retourne contre lui. Il va se retrouver sans chaudière, mais en plus avec un commandement visant la clause résolutoire parce qu'il ne s'occupe plus de ses loyers. Ouais. Donc, il ne faut pas en arriver là. Et l'idée, c'est surtout de lui écrire, en recommander la mise en demeure et la procédure si, malheureusement, le propriétaire est aisant. Donc on retient qu'il faut évidemment faire réviser, en l'occurrence, la chaudière. En plus, je crois que c'est une obligation contractuelle. Il faut réviser, même ramener les cheminées, etc. Prévenir, informer lorsque ça ne va pas, le propriétaire n'est pas oublié de le tenir au courant. Et puis, donc, saisir la juridiction si on a le temps. Si c'est l'hiver, eh bien, on fait à sa charge les travaux, mais on ne déduit pas des loyers. On demandera ensuite le remboursement. Merci beaucoup, c'est très clair, mon cher Julien. Merci en tout cas à tous les trois pour ces questions. On a parlé de chèques de banque, on a parlé de crottes de chien et on a fini par de la chaudière. Finalement, il y a une certaine logique dans cette émission. Merci à tous les trois. Rendez-vous très bientôt pour un autre avocat. N'oubliez pas de poser toutes vos questions. Envoyez-nous vos questions, on y répond. www.avocat.net. Salut!